Je suis très heureuse d'être ici parmi vous pour ces journées pédiatriques. On commence par un titre peut-être intriguant pour vous, les fausses allergies alimentaires. Alors, le contraire de fausses allergies alimentaires, c'est les allergies vraies alimentaires. Elles ont une prévalence à peu près de 4 à 8% chez les enfants, donc ce n'est pas une pathologie fréquente, mais non plus, qui n'est pas rare non plus. Et vous savez tous que les allergènes les plus fréquents chez l'enfant, vous le connaissez, c'est surtout le lait de vache en Tunisie et l'œuf. En Tunisie, l'arachide, les fruits secs et autres viennent vraiment très loin derrière ces deux aliments qui sont très allergisants chez nous. Alors, ça débute en général dans la petite enfance. La guérison, heureusement, est obtenue dans 75% des cas de ces allergies. Mais il faut savoir poser le diagnostic. Il faut savoir prendre en charge ces enfants et ne pas oublier qu'une allergie alimentaire, ce n'est pas si anodin et que ça peut altérer la qualité de vie d'un enfant et de tout son entourage. Être allergique à un aliment, c'est être vigilant au quotidien et avoir avec vous les parents, la grande famille, le milieu scolaire, etc., pour vraiment protéger cet enfant contre les complications sévères d'une allergie. Alors, ce que c'est qu'une allergie alimentaire, c'est soit l'absence d'acquisition d'une tolérance, ou bien l'enfant avait une tolérance à un aliment et il y a eu une rupture de tolérance. Et c'est là qu'arrive l'allergie alimentaire. Et le mécanisme, il est immunoallergique. Il peut être IgE-médié, non IgE-médié ou mixte. Donc, c'est un mécanisme vraiment immunoallergique. C'est le mot vraiment à retenir. Donc, pour faire le diagnostic, il faut une démarche diagnostique qui est rigoureuse pour pouvoir prendre en charge de manière spécifique cet enfant allergique. Et avant de poser un diagnostic positif, il faut commencer par éliminer le diagnostic différentiel qu'on regroupe sous un gros chapitre qui s'appelle les fausses allergies. Donc il faut les détecter dès le départ pour ne pas être errer dans des diagnostics d'allergie et leurs conséquences. La distinction n'est pas toujours facile et ce que je dirais le plus important, c'est l'interrogatoire et l'anamnèse. C'est vraiment la partie qui va vous permettre de faire la part des choses ou au moins d'être orienté. Les explorations viennent en second lieu. Juste deux définitions à retenir de manière vraiment très claire. Il faut toujours savoir différencier sensibilisation et allergie. La sensibilisation, c'est un phénomène uniquement biologique, c'est-à-dire vos tests cutanés positifs, vos IgE spécifiques positifs, une exploration qui est positive. Donc là, cet enfant, il est sensibilisé à cet allergène. Quand on parle d'allergie, il faut avoir des symptômes cliniques qui concordent avec cette sensibilisation. Je commence par une petite observation clinique pour illustrer cette conférence. Donc Youssef, il est âgé de 7 ans et demi. Il a des antécédents familiaux de conjonctivite allergique non explorés dans la fratrie. Lui-même est suivi pour une conjonctivite allergique en ophtalmologie sous traitement local. Et lors d'une sortie en famille, dans un fast-food, il ingère un sandwich thon fromage, classique dans nos pays. Sauf que quelques minutes après la prise de ce sandwich, il présente une urticaire généralisée, il fait un malaise, une pâleur intense et il est dyspnéique. Il est amené très rapidement par ses parents aux urgences les plus proches où il trouve une tension qui est assez basse, à 7,5 cm de mercure. Il a une froideur des extrémités, une polypnée, donc il y a un grand doute sur une anaphylaxie. Il reçoit de l'adrénaline, il a un remplissage par sérum physiologique, des corticoïdes, et heureusement que l'évolution est favorable au bout d'une heure. Donc, le médecin urgentiste pose le diagnostic d'anaphylaxie, de choc anaphylactique, probablement d'origine alimentaire. Il conseille aux parents de faire une éviction totale du thon et de la sardine du régime alimentaire et il adresse l'enfant à une consultation d'allergologie. Alors, en consultation allergologie, on a dit, première chose, reprendre l'interrogatoire, être vraiment très précis dans cet interrogatoire. Donc, on reprend l'interrogatoire, cet enfant n'a jamais eu de réaction alimentaire auparavant. C'est vrai qu'il a de l'atopie, mais il n'a pas fait d'allergie alimentaire. On demande la question, est-ce que le thon a déjà été consommé? Et la réponse est oui.
il a été consommé auparavant, mais avec des quantités moindres que lors de cet incident. Et encore une fois, là, il y a une ingestion d'un aliment qu'on appelle complexe, où il y a plusieurs ingrédients, donc il faut décortiquer le maximum tous ces ingrédients. Donc ce sandwich, qu'est-ce qu'il contenait? Il contenait du thon, du fromage, de la mayonnaise, c'est-à-dire de l'œuf, de la harissa, salade, tomates, frites, pain blanc. Donc il faut vraiment ne pas s'arrêter à c'est une allergie au thon, ça peut être une allergie à un autre des ingrédients de ce sandwich. Et il faut être précis. Donc avant d'arriver à ma consultation d'allergologie, cet enfant a fait un test multi-allergique dans le privé, 1 mois après la réaction anaphylactique. Ce test multi-allergique, il montre ici qu'il est sensibilisé à la noix de cajou et à la noix et à la poire. Et que pour la sensibilisation thon, sardine, maquereau, il n'y a pas de sensibilisation. Donc, au final, 7 ans et demi, choc anaphylactique suite à l'ingestion d'un sandwich au thon, le thon consommé auparavant sans souci, mais en plus petite quantité, et un test multi-allergique qui montre une sensibilisation à la noix et à la poire sans sensibilisation au thon et poisson bleu. Donc c'est en général les poissons bleus qui ont le même profil. Donc il s'agit de quoi ici? Est-ce qu'il s'agit d'une allergie alimentaire? Non, ce n'est pas une allergie alimentaire et on va voir pourquoi. Parce que cet aliment a déjà été consommé auparavant. Donc ici, il y a une notion de quantité. Quand on est dans un mécanisme immunoallergique IgE-médié, la quantité, même infime, va induire une réaction. Donc on ne peut pas ne pas réagir à des petites quantités et réagir à de plus fortes quantités. Donc ça, déjà, ça vous met sur la piste que ce n'est probablement pas une allergie alimentaire. Et on est ici, et le type d'aliment, le thon, on sait que c'est un aliment histaminolibérateur, donc c'est une histaminolibération non spécifique, et on sait que quand on prend des aliments très riches en histamine ou qui sont multipliés, on peut faire ce qu'on appelle une intoxication à l'histamine, c'est la scromboïdose, et ça donne des réels tableaux de choc d'anaphylaxie dans de rares cas. Donc ici, le régime a été repris sans aucune restriction et l'évolution était favorable chez cet enfant. Alors, il y a 30% de la population générale qui vient et qui dit « j'ai fait une réaction à un aliment » ou bien « je suis allergique à un aliment ». Mais quand il y a des études qui ont fait chez ces gens qui se déclaraient allergiques, entre guillemets, des TPO systématiques, ils ont montré que l'allergie n'était réellement présente que dans 4 à 8% chez les enfants et de 1 à 6% des adultes. Donc on a souvent l'impression de faire une allergie à un aliment, mais la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Donc, il faut distinguer entre les allergies vraies, qui ont des mécanismes immunologiques, des fausses allergies qui ont un mécanisme plutôt non immunologique. Juste, je schématise de manière très simplifiée. L'allergie IgE-médiée, vous êtes cette première sensibilisation qui va mettre en jeu tout un système immunitaire type TH2, la production de CGE spécifiques, pour que la deuxième introduction va entraîner ce complexe aliment IgE spécifique et des granulations du mastocyte. Dans le phénomène fausse allergie, c'est l'aliment lui-même qui, en entrant, va libérer de l'histamine. Et nous avons une enzyme qui s'appelle la diaminomonooxydase qui a pour rôle de dégrader cette histamine de ces aliments histaminolibérateurs qui peut être parfois absente. Donc on va faire une réaction histaminolibératrice. Et dans un autre cas, on peut avoir des aliments qui vont stimuler de manière directe, sans anticorps, rien du tout, le mastocyte et entraîner l'histaminolibération. Et c'est pour ça que vous avez des symptômes cliniques qui miment les symptômes d'une allergie IgE médiée. Donc, dans les fausses allergies, il y a plusieurs rubriques. Il y a l'histaminolibération qui est la plus fréquente, c'est les aliments histaminolibérateurs ou les aliments riches en histamine. Il y a des mécanismes également pharmacologiques qui sont très rares. Il y a des mécanismes qui sont mal définis par des déficits enzymatiques ou autres. Et il y a un autre chapitre qui est assez important, qui est l'intolérance alimentaire et surtout l'intolérance au lactose. Donc aujourd'hui, on va voir les 2 grands chapitres de ces allergies. Juste ici, pour vous rappeler que les particularités cliniques qui vont vous aider lors de vos interrogatoires d'aller vers plutôt fausse allergie ou allergie IgE médiée, c'est que la chronologie des symptômes, quand vous êtes dans l'allergie IgE médiée, c'est quelques minutes, à maximum 2-3 heures après l'ingestion. Dans les fausses allergies, ça peut parfois prendre quelques heures à quelques jours après ingestion de cet aliment.
Les symptômes, c'est plutôt de l'urticaire, du wheezing, de l'angioëdème dans l'ischio-médié. Dans la fausse allergie, on a souvent des douleurs abdominales, des crampes abdominales. Mais on peut avoir les autres aussi, hein. Ce n'est pas exclu. Dans le temps, dans la répétition dans le temps, l'ischio-médié, à chaque exposition, quelle que soit la source, quelle que soit la quantité, il va réagir. Alors que dans la fausse allergie, ça va être variable en fonction de la quantité et en fonction de la source alimentaire. Et le risque ultérieur d'anaphylaxie, il est très important dans l'allergie ischio-médiée, il est assez rare, comme dans le cas qu'on vient de voir, dans la fausse allergie. En général, ils ne font pas d'anaphylaxie, ils font juste de l'urticaire ou bien des douleurs abdominales isolées. Donc l'histaminolibération non spécifique, elle concerne 1-3% de la population. C'est une libération non spécifique d'histamine par certains aliments et elle peut être polyfactorielle. Donc vous pouvez trouver des listes d'aliments qu'on appelle histaminolibérateurs, d'autres riches en histamine ou riches en tyramine. Et vous voyez, c'est les aliments classiques qu'on connaît comme le chocolat, la fraise, les crustacés, les fruits secs, les poissons rouges, certains fromages. Attention aussi aux aliments périmés, qui donnent aussi, il va y avoir une population microbienne qui va entraîner une libération d'histamine, donc ils vont devenir histaminolibérateurs, la tomate, la charcuterie, la réglisse, etc. Donc vous pouvez avoir des listes qui sont présentes de manière hétéroclite, soit en fonction de l'aliment, soit en fonction du mécanisme sur Internet, et ça peut aider vos malades à détecter ces aliments qui peuvent être histaminolibérateurs pour eux. Donc l'histaminolibération, soit c'est une augmentation de la teneur en histamine par une fermentation, ou bien une contamination bactérienne due à une mauvaise conservation ou manipulation. Donc on les voit classiquement en été quand il y a de mauvaises conservations de certains aliments. La variation de la tolérance d'un individu à un autre, ça c'est quand vous avez un patient qui est déjà en histaminolibération, que ce soit par une autre allergie, et qui va en plus prendre un aliment histaminolibérateur, donc ça va faire exploser la réaction. Il y a aussi cette diamine oxydase intestinale qui est toujours là dans notre intestin, mais qui peut être altérée parce qu'on a pris certains aliments, ou bien un phénomène infectieux ou inflammatoire. Donc, son déficit va entraîner une histaminolibération si on a un aliment histaminolibérateur. Il y a certains médicaments qui l'inhibent, il y a des facteurs génétiques, et les nourrissons sont plus susceptibles parce que cette enzyme n'est pas très active à cet âge-là, puis elle devient active à l'âge adulte. Et il y a aussi tout ce qui est altération de la perméabilité de la flore intestinale qui peut induire cette histaminolibération. Alors, la réaction va être dose dépendante. Retenez ce mot, c'est dose dépendant, c'est variable. Donc, ça peut être un flush, une urticaire, douleur abdominale, diarrhée. Et quand on a un apport exogène massif d'histamine, donc l'un des défauts de congélation ou de conservation d'un aliment, on a cette pullulation microbienne, une décarboxylation de l'histidine, et cette teneur très élevée en histamine va dépasser les pouvoirs de cette enzyme, et ça va donner de l'histaminolibération. Et c'est ce qu'on appelle la scromboïdose, qui est vraiment l'intoxication à l'histamine, qui est très rare. Donc c'est un terme historique parce que ça vient des poissons du sous-genre scromboïdés, tels que le thon ou le maquereau, qui étaient les premiers cas étudiés. Donc en moins d'une heure post-ingestion, vous avez un flash, une urticaire, diarrhée, et dans quelques cas, bronchospasme, hypotension, arythmie, comme chez notre patient. Donc, deuxième chapitre, les intolérances au lactose. Vous en entendez parler souvent. C'est très fréquent dans la population mondiale. L'activité de la lactase, elle est maximale à la naissance, puis elle diminue progressivement. Donc ça, c'est un phénomène qui est naturel. On a besoin de cette lactase à la naissance pour l'allaitement maternel, puis elle diminue progressivement et on devient intolérant au lactose. Donc il y a les sujets lactase non persistants, donc qui représentent presque 95% de la population mondiale. Donc, en général, dans la population mondiale, on est intolérant au lactose. C'est vraiment les pays du Nord qui sont les plus tolérants, vraiment le Nord d'Europe, etc. Et il y a le sujet lactase persistant, qui sont les pays vraiment du Nord d'Europe, qui, eux, gardent une activité lactasique, donc ils font moins d'intolérance au lactose. Donc nous, par exemple, quelques chiffres, ça concerne 7 à 10% des Caucasiens, 10 à 30% en France, 70% en Sicile. Donc nous, c'est une région qui nous ressemble un peu sur le plan populationnel, 50% en Afrique. Donc en Tunisie, on devrait être entre 50 et 70% d'intolérants au lactose. Donc le lactose, c'est un glucide, essentiellement du lait maternel, donc il représente 85% des glucides, et il se retrouve aussi au niveau du lait de vache. Il n'y a pas d'allergie au lactose. Ça n'existe pas, l'allergie au lactose. On est juste intolérant au lactose. Alors, ce lactose, quand il rentre au niveau de l'organisme, il y a la lactase qui va le diviser en glucose et galactose. Quand on est intolérant au lactose, quand on n'a pas cette lactase, ça va passer au niveau du côlon. Il va y avoir une fermentation qui va entraîner
une libération de gaz tels que le CO2, le méthane, l'hydrogène, et c'est ce qui va entraîner les troubles digestifs observés. Donc, l'intolérance au lactose, il y a l'intolérance au lactose primaire congénitale, soit le déficit total, mais celui-là, il est très rare, il est fatal, parce que cet enfant ne pourra même pas prendre du lait maternel ou n'importe quel autre lait. Donc, en général, c'est des décès très rapides et des dénutritions très importantes. Le déficit partiel, qui est le plus fréquent, et il a une petite anomalie du gène de régulation et une diminution progressive de l'activité avec l'âge. Donc, il va être intolérant au début et après, il ne pourra plus en manger. La primaire acquise, c'est celle dont on vient parler, génétiquement déterminée dans la population. Et on peut avoir une intolérance au lactose de manière secondaire. Ça, vous la connaissez très bien, au cours, par exemple, des gastro-entérites et des diarrhées. Donc, quand c'est secondaire, ça peut être d'origine bactérienne, virale, les parasitoses, les maladies inflammatoires de l'intestin, etc. Tout ce qui va atteindre la muqueuse intestinale. Donc, sur le plan clinique, après ingestion de produits laitiers ou contenant du lactose, on a des douleurs abdominales, un ballonnement, diarrhée, nausées, flatulence. Le délai de survenue, en général, c'est après le repas 30 minutes à 2 heures, parfois beaucoup plus, jamais moins de 30 minutes. Et il y aura, dans une intolérance au lactose, il n'y aura jamais d'anaphylaxie, jamais d'urticaire, jamais de signes respiratoires, de rhinite ou d'eczéma. La confirmation diagnostique, celle qui est le plus souvent réalisée, c'est la diète sans lactose pendant 15 jours, qui permet la disparition des symptômes qui vont réapparaître lors de la réintroduction. C'est un peu un test éviction-réintroduction. Sinon, on peut faire des tests lactose et des brief tests où on calcule le taux d'hydrogène qui va être exhalé après la prise de lactose par le patient. La prise en charge, c'est une intolérance, c'est lié à la quantité ingérée. Donc, un authentique intolérant au lactose peut quand même tolérer un taux de lactose de moins de 10 grammes par jour. Donc, il va bien tolérer les yaourts, les fromages, le beurre qui contiennent, vous voyez, des traces de lactose. Pour ce qui est lait, un verre de lait, ça passe, plus ça ne passe pas. Alors, donc, pour les diagnostics de fausse allergie, c'est fait sur le type d'aliment. Donc, pour beaucoup, vous voyez tout de suite que l'aliment est plutôt histaminolibérateur, donc vous avez un doute que ce n'est pas une réelle allergie. Ce caractère intermittent des signes pour l'ingestion d'une dose équivalente d'aliments et le type des symptômes qui vont être présentés ainsi que leur délai d'apparition. La première étape, interrogatoire rigoureux, il faut préciser le type d'aliment, les quantités ingérées, est-ce que ça a été déjà consommé auparavant ou pas, et à quelle quantité, comment ça a été préparé, quelle était la présentation, surtout pour les aliments avariés, et le type des symptômes ainsi que leur délai de survenue. Et il y a des cas difficiles. Par exemple, une même substance peut être susceptible d'induire différentes réactions. Par exemple, l'alcool peut donner des allergies alimentaires vraies contre l'éthanol ou les céréales. Ça peut donner une réaction liée à la tyramine parce que c'est contenu dans certains alcools. Ça peut être dû à une intolérance aux additifs, à un effet vasodilatateur de l'alcool en lui-même. Et c'est là que les explorations allergologiques vont entrer en jeu. Quand vous avez un aliment qui peut faire plusieurs réactions en même temps et que vous ne pouvez pas trancher. Dans ce cas, en première intention, c'est prick test, dosage des IgE spécifiques, plus ou moins test de provocation orale. Ça, c'est quand on est dans le flou. Juste, je vous rappelle que les dosages des IgE spécifiques et les tests multi-allergéniques ne sont pas utiles et ne sont plus recommandés parce que IgE total, bon, s'ils sont élevés, ça ne veut rien dire. Et les multi-allergiques, ça peut vous dévier et vous donner d'autres types de sensibilisation sans que ça soit conforté à la clinique. Ce qui est les allergènes recombinants, c'est plutôt réservé aux spécialistes. Alors, la prise en charge thérapeutique d'une fausse allergie, donc dans l'immédiat, si les signes sont localisés et fugaces, c'est l'abstention thérapeutique. Si les signes sont généralisés ou gênants, on donne des antihistaminiques. Dans la prise en charge thérapeutique ultérieure, le mot-clé ici, c'est pas de régime d'éviction. Faites un bon interrogatoire. Si vous êtes sûr que c'est une fausse allergie, il ne faut pas faire d'éviction absolue de cet aliment. Il faut que le patient continue à le consommer, mais en lui demandant de ne pas faire des consommations excessives, pas d'associer plusieurs histaminolibérateurs en même temps, et on peut lui donner des listes de ces aliments histaminolibérateurs pour l'aider à gérer cette histaminolibération au quotidien. Donc, pour conclure, toute réaction suite à l'ingestion d'un aliment n'est pas forcément une allergie alimentaire. Éliminer une fausse allergie alimentaire se base sur un interrogatoire précis et rigoureux, et dans les cas difficiles où la part des choses n'est pas facilement faite, céder des explorations allergologiques ciblées et orientées. Et il faut éviter les restrictions alimentaires excessives non justifiées. Et je vous remercie.